Plasticage du Boeing en Corse, des nationalistes revendiquent l'attentat. Le fondé de pouvoir de Dassault rentre en France, il est écroué. Les grands dossiers de Raymond Barre, aujourd'hui numéro 3, l'inflation. Moins de 6 semaines après son accident, l'Oda reprend le volant. Une rentrée scolaire comme les autres, jusqu'à l'année prochaine, c'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand la Corse se réveille, c'est toujours brutal. La nuit dernière, peu avant 23 h, un Boeing a explosé sur l'aéroport d'Ajaccio. Il n'y avait personne à bord, mais l'incident rappelle fortement le plasticage d'une caravelle d'Air Inter il y a 2 ans et demi. Depuis, il y a eu de nombreux soubresauts. L'explosion d'Aleria, la décompression qui devait suivre. L'étincelle qui a mis et remis le feu aux poudres, c'est l'arrestation du président du syndicat des camionneurs. Manifestation de soutien des membres de son syndicat, et puis l'accélération du processus, le plasticage de l'avion, une rafle dans les milieux activistes de Lille et l'arrestation de 80 autonomistes, dont une vingtaine sont restés gardés à vue à Marseille. Et puis plus rien, là-bas ce soir, on affecte presque la sérénité. En fait, c'est à cause de ces barrages de police qui les empêchaient de manifester en ville qu'une dizaine de chauffeurs routiers membres du syndicat de transporteurs La Strada Corsa ont bloqué hier l'aéroport d'Ajaccio avec leurs camions. Toute l'après-midi, les manifestants demandent au préfet d'Ajaccio la libération du président de leur syndicat, condamné à 15 jours de prison à la suite d'Aleria. Leur moyen de pression, c'est 7 avions. Un Boeing 707 de la compagnie Air France, bloqué avec ses 180 passagers, juste avant qu'il ne décolle pour Paris. Mais les négociations traînent. Le préfet accepte bien la levée des barrages de police, mais refuse de libérer le patron de la Strada Corsa. Alors sur l'aéroport, le ton monte. Un député corse est même molesté par les manifestants. 22 h 30, coup de théâtre, les camions disparaissent. Un commando de 5 hommes, armés, masqués, monte dans le Boeing, évacué déjà depuis plusieurs heures. 10 minutes plus tard, c'est l'explosion et l'incendie qu'il faudra 1 heure pour maîtriser. Le poste de pilotage entièrement détruit, l'appareil est inutilisable. Le commando en fuite revendiquera un peu plus tard l'attentat au nom du Front National de Libération de la Corse, une organisation clandestine autonomiste. À la suite d'un vaste coup de filet, une vingtaine de personnes ont été transférées ce matin à Marseille, où elles sont gardées à vue. Il ne s'est rien passé. J'ai rencontré des Corses qui ne veulent pas entendre parler des plasticages et des manifestations. J'ai retrouvé Ajaccio, ville calme, où les quelques touristes de septembre sirotent tranquillement à la terrasse des cafés des boissons fraîches. S'il n'y avait cet avion stationné à l'écart sur cet aéroport de Campo del Oro, s'il n'y avait la cabine de pilotage béante, les traces de l'attentat, s'il n'y avait cela, on pourrait croire qu'effectivement, il ne s'est rien passé. Du député UDR, M. Roccassera, jusqu'au plus humble des Corses, jusqu'au plus anonyme, c'est le silence. Et parfois des mots très durs à l'encontre des manifestants. Il est vrai qu'ici, en Corse du Sud, les autonomistes sont moins nombreux qu'en Haute-Corse. Et que l'on n'apprécie guère les démonstrations publiques de cette sorte. Il n'en reste pas moins vrai que beaucoup, à Ajaccio, confient que plus qu'avant, c'est l'escalade. Déjà, Maximoni a montré qu'il irait jusqu'au bout. Hier, pour dénoncer l'emprisonnement d'un homme qui doit être libéré dans 3 jours, une poignée de militants a récidivé. Aujourd'hui, les arrestations se comptent par dizaines, les autonomistes se cachent, mais demain, après la répression, le risque est grand d'une autre action violente. Régionalisme, autonomie, depuis 68, les slogans de tous les mouvements extrémistes reviennent toujours à une même formule, la Corse appartient aux Corses. Responsable de cette querelle, peut-être certaines habitudes politiques et la reconnaissance du service rendu. Toujours est-il que c'est l'exigence d'une consultation générale de la population corse que formule Dominique Alfonsi, l'un des leaders autonomistes, arrêté hier après l'attentat du Boeing. Aujourd'hui, il faut donner la parole au peuple corse. C'est-à-dire que vous êtes favorable à un référendum? Dans la mesure où le référendum se fait sur le thème de l'autonomie, pour ou contre, précédé d'une large campagne d'explication, quant à moi, je suis favorable à une telle proposition. La Corse, société pastorale, a mal subi dès 1970 le choc post-industriel. Elle est en recherche d'identité, de langue et de culture. Les disparités économiques sont en 1974 criantes. De plus, les Corses craignent un jour d'être minoritaires chez eux. Et le pouvoir politique, pour panser les plaies, envoie en 1975 Liberbou
pour mettre sur pied une charte de développement qui redressera ces disparités. C'est un conflit d'époque, si vous voulez, le passé et le présent, mais il y a aussi un conflit qui est dû à des déséquilibres du développement économique qui ont été constatés ces dernières années, qui sont le résultat de la mise en valeur de la côte orientale, qui a été une opération d'ailleurs parfaitement réussie du point de vue technique, mais du point de vue humain, ce développement de la côte orientale s'est fait au détriment de l'intérieur. Mais Liberbou échouera, victime des dissensions, et les autonomistes ne pourront pas s'intégrer à l'appareil politique corse. Ce sera Aléria, l'arrestation puis la condamnation d'Edmond Simeoni, à nouveau la violence et les attentats, les réformes économiques n'ayant pas, au fond, profondément modifié les mentalités. Il faut des solutions qui, notamment au niveau du Conseil régional, permettent d'intégrer les régionalistes dans le système. Je ne le dis pas d'une manière péjorative, mais en quelque sorte permettent aux régionalistes et aux mouvements autonomistes, bref, à la nouvelle classe politique qui éprouve des difficultés à assumer des responsabilités parce qu'effectivement le système est bloqué sur le plan électoral, à pouvoir assumer ses responsabilités, c'est-à-dire à pouvoir participer aux élections. Autonomistes, élus, responsables en mission, voilà les opinions en présence qui ont conduit à cet état de fait. Mais on est loin aujourd'hui des simples revendications culturelles et économiques. La naissance d'un nationalisme, surtout chez les jeunes, est réelle. Le pouvoir politique ne peut plus ne pas en tenir compte. Hervé Devater sous les verrous. Hervé Devater, je pense que vous n'avez pas eu le temps de l'oublier en une semaine, c'était le fondé de pouvoir de Marcel Dassault. Il y a 2 mois, il disparaissait avec en poche 8 millions de francs, de nouveaux francs, de la caisse personnelle de Marcel Dassault. L'affaire ne surgissait dans l'actualité qu'à la fin août. Aujourd'hui, le PDG de l'aéronautique a essayé un petit peu de la minimiser, de faire comprendre pourquoi il avait retiré sa plainte, mais le brouillard continuait quand même à noyer le dossier. Et puis, coup de théâtre, vers midi, Hervé Devater se manifeste, il arrive de Grèce en avion, et cueilli à son arrivée par les policiers, après un premier interrogatoire où il met en cause Jean Quay, on le retrouve ce soir à la Santé. Hervé Devater passe donc sa première nuit à la prison de la Santé, et cela bien que son patron, Marcel Dassault, ait retiré sa plainte. Ce retrait concerne le plan civil, réparation et dommages, intérêt du plaignant, mais l'action publique n'est pas pour autant éteinte, d'où l'inculpation d'Hervé Devater pour abus de confiance. L'argent a été remis donc à Jean Quay, a avoué le comptable de Marcel Dassault qui le 8 juillet dernier, il venait ici même s'approprier les 8 millions de francs provenant du compte personnel de Marcel Dassault. Il disparaissait ensuite de son domicile de la rue Bellois et l'on a appris aujourd'hui même passer plus d'1 mois en Grèce à Corfou, où il décidait de son propre chef de regagner la France aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Marcel Dassault sortait de son silence et donnait un certain nombre de précisions sur l'affaire. Les 2 événements, le retour d'Hervé Devater et ses déclarations d'aujourd'hui, étant, devait-il dire, une simple coïncidence. Hervé Devater n'avait aucun accès à la comptabilité des avions. Que pensez-vous de l'affaire, monsieur Dassault? Je pense que c'est rien du tout. Autre révélation, le fameux dossier dérobé par Hervé Devater était entre les mains de la police depuis le 12 juillet. Monsieur Dassault, ce fameux dossier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il est important? Non. Non, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on avait appris par la presse que c'était un dossier qui se rapportait à des opérations financières et immobilières qui n'avaient donc aucun rapport avec l'aviation. Et s'il avait eu la possibilité, monsieur Devater, de photocopier tout de même des dossiers concernant la société des avions Marcel Dassault? Mais il n'a aucune possibilité, il n'en fait pas partie. Alors là, ça aurait été pire qu'un abus de confiance. C'est une affaire qui a été horriblement gonflée. J'ai malheureusement perdu 800 millions. Mais comme je le disais tout à l'heure, il arrive tellement de choses dans ce pays qu'on peut s'attendre à tout. Quand je suis parti pour Buchenwald, comme je l'ai dit, j'ai perdu bien plus la liberté. Alors vraiment, je ne me frappe plus. C'est décidément une affaire étonnante dont chacun des personnages sort de l'ordinaire. Ainsi Henri Devater, grand commis de Marcel Dassault, homme de confiance et d'ordre pendant 30 ans, qui, brusquement, bizarrement aussi, s'entoure de jolies femmes, plonge dans une vie de fête, photocopie des documents, vole une fortune, s'enfuit, puis revient, l'air assuré d'être un jour compris. Il s'est confessé auprès du juge Joly aujourd'hui, sans même réclamer d'avocat. En attendant, il est en prison, et sans doute pas prêt d'en sortir, car la justice, nous le savons, éprouve le besoin de le protéger.
Puis Marcel Dassault lui-même, la victime finalement, qui regrette sans doute plus sa confiance perdue, l'atmosphère de désordre, que ses 8 millions. Il a retiré sa plainte, mais il sait très bien que la justice poursuit tout de même son action, ne serait-ce que pour retrouver et l'argent et le fameux dossier qui ont disparu. Un dossier sans grande importance, dit Marcel Dassault, dont le juge d'instruction n'a en réalité qu'un résumé, si tant est que ce soit le bon. L'ensemble, l'original des documents est sans doute en sécurité, si on peut dire, en attendant d'être utilisé. En somme, ce soir, seul le juge d'instruction et les policiers qui l'ont lu pourraient donner une idée du contenu de ce résumé. Personnage aussi que ce Janquet, l'Arlésienne de cette histoire, qui vient de téléphoner à Jean-Marc Varro, son avocat, pour lui dire qu'il est étonné d'être compromis dans cette affaire. Janquet, pour l'instant, affirme qu'il n'a pas vu Devater depuis 2 mois, ce qui ne prouve rien d'ailleurs, mais Janquet, dont on croit qu'il était au Liban et qu'il est aujourd'hui dans un petit coin de France, a dit surtout « Je reviens dans quelques jours, je vais dire ce que je sais ». Une affaire étonnante. Oui, et puis rappelons qu'à l'instant, M. Devater a mis en cause, très précisément, Janquet, l'ancien mercenaire. Nous voilà maintenant entraînés dans la ronde de Matignon. Un syndicaliste chasse l'autre dans le bureau du Premier ministre. Avec André Bergeron, Georges Ségui, Yvan Charpentier, c'est Edmond Maire qui s'est assis aujourd'hui face à Raymond Barre, suivi de près par Michel Debatisse et la FNSEA. Edmond Maire qui avait donné le ton hier à Lyon pour sa rentrée, entre guillemets, en disant tout net, refusons l'austérité, le chômage, développons les luttes, imposons les négociations. Et apparemment, ce n'est pas le premier contact avec Raymond Barre qui aura beaucoup fait changer d'avis le leader de la CFDT. Un premier contact plutôt difficile cet après-midi pendant plus d'1 heure entre Edmond Maire et le Premier ministre Raymond Barre. Manifestement, on ne parle pas le même langage, mais c'est intéressant, la CFDT ne ferme pas la porte à la négociation. Nous défendons des intérêts opposés. Le Premier ministre est du côté de la majorité présidentielle et du CNPF. Alors, il ne peut pas être question de consensus social, ni de concertation, on ne fait pas partie du même orchestre. Si l'on veut être sérieux et réaliste, une seule chose est possible entre ce gouvernement et les syndicats, c'est la négociation. Une négociation sous quelle forme? Un nouveau Grenelle ou des négociations CGT, CFDT et le gouvernement? Des négociations entre tous les syndicats, le gouvernement et le CNPF sur le chômage, les 40 heures, la retraite à 60 ans et la réduction des inégalités, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC, des prestations familiales et des retraites et la limitation des revenus à 2 millions anciens francs par mois. Mais sur tous ces points, nous avons eu des réponses soit évasives, soit dilatoires, qui nous font dire que l'action est bien le seul moyen d'obtenir des résultats. En fin d'après-midi, le ton était bien différent. Quand le Premier ministre a reçu les dirigeants agricoles, M. Debatisse est sorti rassuré de l'hôtel Matignon. Le gouvernement aidera bien, comme promis, les agriculteurs. Le Premier ministre a même précisé que le financement viendrait de plusieurs sources, donc pas seulement de l'impôt. Oui, Raymond Barre n'avait pas de raison de faire plus de confidence à Edmond Maire qu'à ses petits camarades sur la nature de son plan anti-inflation. Il est aujourd'hui encore resté d'un parfait mutisme. Mais comme de tous côtés s'enflaient les bruits, les rumeurs, les estimations les plus contradictoires, le Premier ministre a juré que rien n'était encore décidé, qu'il consultait, qu'il écoutait et qu'il ferait plus tard ses choix définitifs. Avec néanmoins une information, ce plan sera rendu public plus tôt qu'on l'imaginait, dans 2 semaines, tout juste, le 22 septembre, tout comme d'ailleurs les mesures sur l'agriculture, elles aussi avancées. D'ici là, il est quand même permis de se construire quelques hypothèses. C'est ce que nous allons essayer de faire en partant des données du problème. L'inflation, c'est notre 3e mini-dossier économique de la semaine. Il y en aura d'autres. L'objectif principal de la politique du nouveau gouvernement sera de combattre l'inflation et de maintenir la stabilité de notre monnaie. La hausse des prix en France est actuellement de l'ordre de 9,5% par an. C'est beaucoup plus qu'aux États-Unis, 6,2%, au Japon, 8,8%, et surtout qu'en Allemagne, notre principal partenaire commercial, 5%. L'inflation augmente les inégalités sociales, rend les produits made in France, vendus à l'étranger, moins compétitifs parce que plus chers. L'inflation, c'est un peu une roue défoncée qui déséquilibre l'économie et perturbe les circuits sociaux. Un pays qui ne saurait pas arrêter la valse des étiquettes est vite considéré comme un pays malade.
Telle est la loi de l'économie moderne, tournée vers l'exportation. Antoine Pinet, pour beaucoup de Français, est le symbole de la lutte contre l'inflation. Il y a près de 25 ans, les prix industriels augmentaient de 40% par an. Antoine Pinet, chef du gouvernement et ministre des Finances comme Raymond Barre, bloque les prix, restreint le crédit, stimule l'épargne, lutte contre la fraude fiscale. L'inflation sera battue, mais l'économie sera très affaiblie. L'austérité est difficile à concilier avec la croissance. Voici l'avis du meilleur économiste français, selon Raymond Barre. L'inflation n'est pas un problème qui puisse être isolé. Lutter contre l'inflation et maintenir la croissance est parfaitement possible. Il s'agit de situer la politique de l'inflation dans une politique générale de l'économie. Donc, pour réduire le taux d'inflation et obtenir un résultat avantageux pour tous, il convient de ménager les investissements et de réaliser, dans une économie concertée, des investissements structurés. De quoi sera fait le plan anti-inflation de M. Barre? À vrai dire, personne n'en sait encore rien et à Matignon, on jure qu'aucune mesure n'a déjà été arrêtée. Seulement, depuis des années que l'inflation est devenue le mal chronique de toutes les économies, tous les remèdes ont déjà été essayés. Reste alors à connaître le dosage des médicaments qu'emploiera le docteur Barre. Les remèdes possibles, les voici. Il y a par exemple les économies budgétaires. Il faut éviter à tout prix un déséquilibre du budget dont les conséquences sont connues et néfastes. Il y a aussi la lutte contre le gaspillage. Raymond Barre a dit, on s'en souvient, que la France vivait au-dessus de ses moyens. Elle consomme par exemple trop de pétrole, alors il faudra sans doute se restreindre sur le chauffage ou sur l'essence, peut-être d'ailleurs en la payant plus cher. Autre type de mesure très probable, les restrictions de crédit. Il est d'ailleurs déjà plus difficile d'obtenir un prêt personnel auprès d'une banque ou un crédit pour l'achat d'une voiture. La modération des revenus est un autre objectif avoué du Premier ministre. Il essaye d'obtenir, en discutant cette semaine avec les syndicats, que les salaires n'augmentent pas plus vite que les prix. Reste enfin le remède le plus douloureux pour tout le monde, les impôts supplémentaires. Il est sûr que M. Barre emploiera, d'une manière ou d'une autre, l'arme de la fiscalité. Mais quel type d'impôt? Toute la question est là. Est-ce que Raymond Barre innovera en taxant fortement les gros revenus, en supprimant les privilèges, et même peut-être, par exemple, en instituant un impôt sur les plus grosses fortunes? S'il le faisait, ce serait ça la véritable nouveauté de son plan. Cela voudrait dire qu'il ne se contente pas de mesures à caractère technique, mais qu'il profite de la situation pour engager des réformes importantes. Et donc qu'il traite l'inflation comme une maladie politique. Nouveau mouvement préfectoral annoncé ce matin en Conseil des ministres, 12 préfets sont touchés par ces mesures. Le préfet de la région Centre, Paul Masson, devient préfet d'Aquitaine. Philippe Mestre, préfet de Basse-Normandie, devient préfet des Pays de la Loire. Il a appartenu au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Jean-Pierre Delpont, qui était chef de cabinet de Jacques Chirac, rejoint l'ancien Premier ministre comme préfet de Corrèze. Enfin, l'ancien porte-parole de l'Élysée, Xavier Gouillou-Beauchamp, est nommé préfet de l'Ardèche. C'est une promotion pour lui. Il n'a que 39 ans. Encore des manifestants sur une autoroute. Les employés de l'A43 qui relie Lyon à Chambéry ont bloqué cet après-midi une des déviations de l'autoroute en déposant sur la chaussée le contenu d'un poids lourd, en tout une trentaine de tonnes de gravier. Les ouvriers voulaient ainsi manifester contre la direction de la société qui exploite l'autoroute et qui n'a pas répondu jusqu'à présent à plusieurs demandes de négociation sur les salaires. Selon les syndicats, d'autres actions du même type sont prévues dans les heures qui viennent si leur demande n'est pas acceptée. C'est toujours le mystère dans les Landes après la disparition d'une Parisienne en vacances. Christine Communal, une bibliothécaire de 49 ans, avait décidé de passer ses vacances près de Mimizan. Tous les jours, elle partait en promenade dans la forêt à bicyclette. Elle a disparu il y a maintenant 2 semaines au cours d'une de ses randonnées. Pendant plusieurs jours, les gendarmes ont survolé la forêt en hélicoptère et organisé des battues. Mais les orages violents qui s'étaient abattus sur la région avaient effacé toute trace, leur permettant de retrouver Mademoiselle Communal. Les experts japonais ont commencé ce matin l'examen du MiG-25 soviétique qui avait atterri avant-hier sur l'aéroport d'Hakodate, mais le Japon a rejeté la demande de 4 attachés militaires occidentaux qui voulaient eux aussi étudier le MiG. Les autorités japonaises indiquent aujourd'hui que l'appareil sera démonté avant d'être restitué à l'Union soviétique. L'embarras dans lequel se trouve par ailleurs le Japon pourrait amener les autorités à retarder le départ aux États-Unis du pilote du chasseur, le pilote qui a déjà obtenu des Américains le droit d'asile politique. C'est un sigle,
qui fait toujours mal à la mémoire, mais apparemment pas pour tout le monde. Dans certains pays, en Argentine, en Allemagne surtout, le culte du nazisme se ravive. Il est encore trop tôt pour parler de phénomènes de société, mais il y a quand même 2 ou 3 petits signes qui dérangent. Par exemple, ce projet d'un monument à Dachau à la mémoire de l'ancien SS Joachim Peiper, projet combattu par la municipalité de Dachau. Par exemple aussi le rassemblement prévu pour dans 10 jours à Würzburg, en Bavière, d'anciens SS, allemands et français, vous savez, la division Charlemagne. Bref, signe avant-coureur ou non, il y a de quoi interroger l'inconscient de certains de nos voisins en 1976. Je pense qu'il ne faut pas surévaluer des rencontres comme celle de Würzburg. En Allemagne, les néo-nazis n'ont pratiquement plus d'influence, autant sur le plan politique qu'électoral. Cela n'exclut cependant pas, au terme d'une enquête toute récente des services de sûreté ouest-allemands, l'apparition, ou plutôt la prolifération d'un certain nombre de groupuscules d'extrême droite. Ces mouvements recrutent bien naturellement parmi les nostalgiques du Troisième Reich. Mais ces vieillards, parmi lesquels se sont perdus quelques jeunes excités, n'ont plus guère comme programme que des invectives. Pour ces fanatiques, Willy Brandt est un pornographe et Helmut Schmidt un traître à la cause, à la question de la nation allemande, nation germanique, disent-ils. De plus, l'État de Bonn serait une sorte de république des francs-maçons et des juifs. À l'écoute de tels propos, on se demande s'il est bien utile de réagir. Restons donc clairs et charitables pour dire qu'en Allemagne, les héritiers d'Hitler n'inspirent plus guère qu'une impression de ridicule triste. Et pourtant, ils font école, ces orphelins de la svastika, bien loin de l'Allemagne, à Buenos Aires. Les couvertures à croix gammée fleurissent dans les vitrines des librairies. La capitale argentine a toujours connu un certain courant pro-nazi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on parle d'une véritable renaissance. Les insignes hitlériens sont très à la mode et l'on s'arrache les armes ayant servi dans l'armée allemande entre 1939 et 1945. Avec cette poussée pro-nazie apparaissent des signes inquiétants d'antisémitisme. On a attaqué et profané plusieurs synagogues de Buenos Aires et la communauté juive vit dans la crainte d'attentats à la bombe. Orgueil, courage, fierté, le sursaut de Niki Lauda devant l'adversité a en tout cas quelque chose d'émouvant. Niki Lauda, vous le savez, c'est le pilote automobile de la vie duquel les médecins ne donnaient pas cher, quelques heures après son terrible accident du Nürburgring, à la mi-juillet. Et puis le temps passe. Niki Lauda, jusqu'alors en tête dans un fauteuil du championnat du monde des conducteurs, se voit rattrapé par le Britannique James Hunt. Alors avec sa rage de gagner, Niki Lauda, encore marqué par les stigmates de ses blessures, décide de s'aligner dimanche prochain au Grand Prix d'Italie à Monza. Moins de 6 semaines après son accident, Lauda a donc repris hier le volant de sa Ferrari rouge. C'est sur le circuit privé de la firme italienne que Lauda a tourné pendant 3 heures. Et on se demande maintenant s'il n'est pas capable de l'impossible, Lauda, gagner le Grand Prix d'Italie dimanche. À cette occasion, il portera un casque spécial, celui qu'il utilise habituellement, risquant de le blesser de nouveau. C'est d'ailleurs avec un sourire crispé, ses blessures visibles sur son visage le faisant encore souffrir, que Lauda a annoncé sa présence dimanche à Monza. On ne peut décidément que se montrer stupéfait du courage, de l'orgueil de cet homme. Lauda gagne plusieurs dizaines de millions par an. Il aurait donc pu attendre avant de reprendre le volant. Mais non, Lauda veut que ce soit lui, le champion du monde. Je sais bien que nous allons assombrir la fin des vacances de nos téléspectateurs de moins de 18 ans, mais il faut commencer à parler de la rentrée scolaire. C'est pour mardi prochain, et à défaut des enfants, cela intéressera les parents. D'abord parce qu'elle sera la dernière avant l'application de la réforme Habit. Ensuite parce qu'en septembre, en général, les mamans qui ont des douleurs au porte-monnaie font toujours des comparaisons pour essayer de savoir s'il y a beaucoup plus à débourser que l'année précédente. Eh bien, pour une fois, leur répond le ministre de l'Éducation, cela va coûter proportionnellement un petit peu moins cher. Dans l'ensemble, les fournitures scolaires, et je parle des fournitures scolaires elles-mêmes, je ne parle pas bien entendu des vêtements ou des choses de ce genre, mais les fournitures scolaires ont accru leur coût dans des proportions inférieures à celles du coût de la vie. Or, l'allocation de rentrée qui est donnée aux familles, elle, sera augmentée de près de 10%, et je crois donc raisonnablement que
on ne peut pas dire que cette année, les conditions de la rentrée sont aggravées. Mardi 14 septembre, la rentrée des classes. Et oui, pour 12 millions d'élèves, 600 000 enseignants, 400 000 personnels attachés aux établissements, les parents, les familles, c'est mardi le jour J. Autant dire que pratiquement toute la France est mobilisée. Quoi de neuf cette année? Eh bien, pas grand-chose, car cette rentrée est la dernière du genre. Les nostalgiques pourront verser une larme. L'an prochain, la réforme Haby entre en application pour les cours préparatoires et la 6e. Et là, les amateurs de changement seront servis. La maternelle. L'enseignement préélémentaire accueille près de 2 300 000 élèves, 36 000 de plus que l'an dernier. Il reste la priorité des priorités. L'effort va se porter sur une scolarité plus complète des enfants de 2 à 4 ans. Il faut savoir que si la quasi-totalité des enfants de 5 ans vont à l'école, ceux de 4 ans sont scolarisés à 96%, de 3 ans à 82% et de 2 ans à 28%. D'autre part, on va s'efforcer de réduire le nombre d'élèves par classe à 35 si possible. Il va donc falloir créer de nouveaux postes et de nouvelles classes. L'école. Moins de 4 millions d'élèves dans l'enseignement élémentaire, 30 000 de moins que l'an dernier. Cette diminution est constante depuis plusieurs années. L'éducation physique, l'enseignement musical et l'enseignement de la sécurité routière seront développés. D'autre part, dans les campagnes, on fera en sorte de ne fermer les classes que lorsque cette mesure s'impose vraiment. Le collège et le lycée. 2 600 000 élèves dans les collèges, 750 000 dans les lycées. Les effectifs restent stables d'une année sur l'autre dans l'ensemble. Pour le bac, évidemment, aucun changement par rapport à l'an dernier. Rappelons que sur les 149 430 candidats qui se sont présentés, 67,24% ont été reçus. C'est mieux qu'en 1975. Les livres. S'il est vrai que les livres sont gratuits dans le primaire, il n'en est pas de même dans le secondaire, sauf pour la 6e. En classe de 5e, les livres sont prêtés en moyenne à raison de 6 sur 10. Et on a commencé l'opération en classe de 4e. Mais attention, ne vous attendez pas à recevoir des livres neufs, car l'an prochain, tout change, y compris les programmes, donc les livres. C'est pourquoi le ministère a demandé aux établissements de prolonger les collections en service. Les crédits affectés à la gratuité des livres cette année seront reportés à l'an prochain. Les vacances. Pourquoi ne pas en parler dès maintenant? Alors sachez que pour la Toussaint, il y a une semaine de congé à partir du 26 octobre. Pour Noël, 2 semaines à partir du 18 décembre. Les dates des vacances de février sont différentes selon les 3 zones, A, B, C. Et nouveauté, en 1977, les dates des vacances de printemps sont différentes dans la région parisienne par rapport au reste de la France. Il reste quelques jours pour profiter des derniers moments de pleine liberté. Alors, pour cette rentrée 1976... Bon courage! Voilà, et maintenant pour les 10 500 000 élèves recensés par Philippe Arroir, un petit coin de ciel bleu, comme dit la chanson. Il va faire beau demain, nous dit la météo, mais seulement demain matin. Car l'après-midi, il y aura pas mal de nuages sur la moitié nord et puis quelques risques d'orage dans le sud-ouest. Voilà, c'est fini. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à composer ce journal, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Et je vous offre en prime le résultat des titres de la journée. À bientôt. Après l'explosion du Boeing, la loi anti-casseurs sera appliquée. Le comptable de Dassault en prison pour abus de confiance. Edmond Maire à Matignon, comme Segui, prêt à négocier. Niki Lauda au départ du Grand Prix d'Italie dimanche. 22h40, le dernier journal d'Antenne 2.